Donc, c'est pour vous en parler d'un papier qui évoque les résultats des angioplasties sous-rénales chez les patients chroniques et les résultats au long terme. Donc, deux fois, plus de temps. Il a raison. Donc, comme on sait très bien, le traitement de la claudication artérielle, il s'agit d'un traitement médical et plus ou moins traitement endovasculaire ou traitement de revascularisation. PVI, c'est intervention vasculaire périphérique. Il y avait un consensus de cardiologie et de radiologie qui est sorti en 2018 qui évoque que les lésions, le traitement des patients chroniquants avec une atteinte sous-rénale, il est plutôt approprié avec un traitement plutôt par ballon simple et stent actif pour les lésions post. C'était en 2018. Puis après, il y avait deux papiers qui sont sortis qui disent que l'effet du traitement sous-rénal chez les patients claudiquants est plutôt incertain et peut être délétère. Et pareil, un autre papier de 2024 de l'ESVS qui dit que le traitement des atteintes artérielles sous-rénales chez les patients claudiquants, il est non certain et non recommandé. D'où l'intérêt de cette étude, c'est d'évaluer si le traitement des axes de jambes ou des atteintes sous-gonales, il est associé à de moins bons résultats à long terme par rapport au traitement de l'axe mobilité chez les patients qui souffrent de claudication artérielle. Donc, il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective de 2017 jusqu'à 2019 avec un suivi d'au moins 2 ans et qui prend en compte tous les patients s'enregistrant dans le registre Medicare, avec un codage qui est le l'ICD-10 qui code les maladies. Les critères d'exclusion, c'était les patients qui avaient eu une intervention endovasculaire dans les 12 mois précédant l'intervention index. Le diagnostic, les patients qui ont été diagnostiqués d'ischémie critique ou d'ischémie aiguë, les patients qui n'ont pas été dans le registre Medicare, les patients qui les informations démographiques sont manquantes, le décès le jour de l'intervention, et on a exclu aussi tous les patients qui avaient eu un chirurgien qui avait performé ou qui avait réalisé moins que 10 interventions durant l'année, et les patients qui étaient basculés sur le versant ischémique critique dans les 30 jours après l'intervention index. Donc, ils ont inclus 36 000 patients, 36 147 patients. L'exposition, elle était donc définie comme étant les angioplasties des axes de jambes ou l'angioplastie sous-gonale seule ou associée aux angioplasties fémoropoplitées, avec donc l'angioplastie sous-gonale. Et le contrôle, c'était tous les patients claudiquants qui avaient eu l'angioplastie de l'axe fémoropoplité. Il y avait 3 critères de jugement principal. La transformation en ischémie critique, qui était donc définie 30 jours après l'intervention, la reprise pour une angioplastie complémentaire, que ce soit fémoropoplité ou axe de jambe, et l'amputation majeure. Concernant les résultats, donc déjà, les patients dans les deux groupes, ils étaient plutôt comparables, sauf sur 3 critères, notamment l'ethnicité, l'origine ethnique et les comorbidités. Les patients qui avaient donc été dans le groupe traitement des lésions sous-gonales, ils étaient plus diabétiques et ils étaient atteints de plus d'insuffisance rénale terminale, ESRD, et ils étaient moins fumeurs. Donc, concernant les résultats, sur le premier critère de jugement principal, donc la courbe bleue, c'est la courbe fémoropoplité et la courbe rouge, c'est les patients qui ont été revascularisés sur les tâches sous-gonales. Donc, il y a une différence significative avec une augmentation de risque de passage en ischémie critique, avec 26% versus 19,9%. Pareil pour le deuxième critère de jugement, ils étaient plus à risque d'avoir une angioplastie complémentaire, les patients dans le groupe sous-gonal. Et pareil pour le troisième critère de jugement qui était plus à risque d'être opéré d'une amputation majeure. Donc, il y avait 3 modèles. On revient sur la précédente. Donc, ce qui veut dire qu'à 1 an, dans les deux groupes, on est à peu près à 0,5-1% d'amputation majeure chez les claudicantes. C'est ça. Et au bout de 3 ans, c'était 2,2% et versus 1,3%. Donc, pareil, pour montrer un peu plus le résultat, ils avaient appareillé et ajusté sur pas mal de critères et avec 3 modèles de ce type. Et dans les 3 modèles, les résultats, ils restaient significatifs avec un autre ratio qui était à 1,3 à peu près pour
Le passage en ischémie critique, pour les angioplasties complémentaires, c'était à peu près 1,2 et pareil pour l'amputation majeure. Donc, comme les patients ils étaient un peu différents sur le diabète et sur l'insuffisance rénale chronique, et ils ont fait une analyse de sensibilité en séparant deux groupes de patients, donc en faisant deux sous-groupes, les patients diabétiques, non diabétiques, et les patients atteints d'une insuffisance rénale terminale ou non. Donc, concernant le premier critère de jugement principal, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes pour le passage en ischémie critique, mais par contre, pour le deuxième critère de jugement qui est l'angioplastie complémentaire, il y avait une différence il y avait une différence significative pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale. Voilà. Il y avait une autre analyse qui était assez intéressante, c'était de voir l'association entre le nombre de vaisseaux traités et en seconde et la survenue du critère de jugement principal. Et pour les trois critères de jugement, il y avait une augmentation de risque avec l'augmentation du nombre de vaisseaux traités. Donc, plus on a de vaisseaux traités, plus on a le risque de passer en ischémie critique, d'avoir une angioplastie complémentaire et d'être amputé. Et pareil, donc cette analyse, elle voulait analyser trois groupes de patients. Les patients qui étaient traités dans l'axe fémoropoplité, les patients qui étaient traités en sous-gonale pure et les patients qui ont eu les deux, l'axe fémoropoplité et l'axe sous-gonal qui étaient traités. Et en gros, on voit que pour les trois critères du jugement, la survenue du critère de jugement était plus faible chez les patients traités uniquement au niveau de l'axe fémoropoplité, suivi des patients qui étaient traités au niveau des axes de jambe, et les pires, c'était les patients qui étaient traités au niveau fémoropoplité et sous-gonal. Donc, concernant cette étude, il y avait 26% des patients qui étaient traités au niveau des axes de jambe, traités au niveau des axes de jambe qui sont passés en ischémie critique au bout de 3 ans, sachant que l'évolution naturelle, elle était de 5 à 10% des patients qui claudiquent et qui passent en ischémie critique sans aucun traitement chirurgical. Alors, la question est, est-ce que c'est lié à l'intervention ou est-ce que c'est lié à l'histoire naturelle de la C'est ça, maladie? on ne sait pas trop, vu que, ça, je vais revenir sur ça après. Un deuxième point assez important, c'est la prévalence élevée du traitement endovasculaire secondaire chez les claudiquants, qui était à 32% dans cette étude, ce qui est quand même très élevé par rapport, même si on a de nombreuses recommandations qui avertissent de cette prise en charge. Après, les patients qui ont été traités dans ce groupe-là, dans le groupe exposé, ils avaient une augmentation de risque d'amputation majeure. Et il faut savoir aussi que les patients, donc, ils étaient plus graves. Les patients claudiquant avec une artérite jambière, ils sont d'emblée plus graves, ils ont d'emblée plus de risque d'être amputés ou de passer en ischémie critique. Et il y avait une augmentation du risque d'angioplastie complémentaire, mais on ne savait pas trop est-ce que c'était dû à une récidive de symptômes ou bien une progression de la maladie, ou bien une angioplastie qui était prophylactique parce que, par exemple, on voyait à l'échodoppler qu'il y avait une sténose, on voulait la traiter. Donc, concernant les limites de cette étude, il s'agit bien d'une étude rétrospective avec un biais de placement, notamment le diagnostic qui a été juste élaboré sur l'ICD-10. À part ça, oui, donc les patients ils étaient âgés de plus que 65 ans parce que le registre national ne comprenait pas les patients qui étaient plus jeunes. Ça, c'est la dernière diapo qu'on m'a demandé de faire. Ok, merci. Des questions, parce qu'en fait, on en a tous des, enfin, c'est pas fréquent, mais tous des patients cliniques avec des lésions jambières, et finalement, moi, ce que j'attendais un peu de ça, c'est pas de voir, hein, ce que j'attendais un peu de leur travail, c'est de dire, voilà, il y a certaines situations où il faut vraiment pas y toucher, et d'autres, bon, il faut le faire parce que finalement, ça sont pas si mauvais que ça. Et c'est un peu le sens des recommandations européennes, d'ailleurs. Ils disent, bon, dans des cas exceptionnels, on peut le faire, mais bien sûr, pas de façon régulière. Là, c'est fait de façon régulière, quand même, hein. C'est impressionnant, hein, 32%. Il n'indique pas là où ça serait bien de faire. Bah, On est ouais. plutôt tendance à pas le faire là. Parce que là, sous-gonal, c'est janvier. Janvier pur ou C'est janvier profiter, pur, janvier c'est compliqué sous. Il- compliqué- Bah, normalement, c'est P3. Normalement, c'est P3 janvier, hein. Ouais, C'est dommage qu'il n'y ait pas de. ouais. Ça, c'est la limite. intéressant, quoi. C'est les limites du registre, en fait. Mais ils n'ont pas de données, tu vois, c'est on appelle des bases médico-administratives, et ils n'ont pas de données cliniques. Et je suis complètement d'accord. Parce que P3 et un axe jambe, c'est pas la même chose. Différent, ouais. Et puis le bureau de contrôle, ça n'aurait pas été les fémoromobilités, ça aurait été les patients pas traités des axes de jambes, non? Il aurait fallu qu'on
qui contrôlent avec des patients traités uniquement fémoromobilité, mais qui ont aussi une atteinte jambière qui potentiellement Ou des est patients vraiment traitée. chroniquants avec artère jambière non traitée. Non traité, Ça ça aurait été le gros aurait été le contrôle. gros Ouais, le contrôle, gros mais avec contrôle. une petite histoire de registre, ils ne peuvent pas, donc Non. ils se sont arrangés un peu avec Ouais. ce qu'ils avaient comme données. Donc c'est génial. À chaque fois que j'ai l'occasion, et c'est rare, hein, je n'en fais pas beaucoup, mais pour les patients claudiquants, je les préviens du risque d'amputation quand même. Et c'est vrai que la majorité des cas, les gars, ils disent oui, bon, ok, on y va. Mais moi, je suis pas très à l'aise sur ce genre d'indication. Ah non. C'est dommage qu'il n'y ait pas une mortalité aussi indiquée, parce que si la Ouais. mortalité était très élevée dans les groupes, dans certains groupes, on pourrait se dire, bon, ben, ceux-là, ils marchent, on sait qu'ils vont mourir davantage, mais peut-être fonctionnellement, c'est bien de les faire quand même. Ouais, complètement d'accord, parce que c'est le marqueur avec l'amputation, dans les mortalités Gravité. des lésions jambières, finalement. Parce que ce sont peut-être des patients d'ischémie critique, mais qui sont encore un peu masqués, quoi. On est un petit peu sur notre fin sur ce travail. C'est un peu les limites du registre. Et une réponse qui est floue. Alors, oui et non. Je pense que ça dépend de la question qu'on pose au registre. Le registre, si tu te poses par exemple une question sur la mortalité, le registre il va être imbattable. Tu n'as pas de mesure, rien du tout par rapport finalement à une étude clinique où les patients, tu regardes dans le DSCR là, tu ne sais pas s'ils sont morts ou pas. Par contre, tu vas sur un registre comme ça, là tu sais. Par contre, si tu veux savoir si c'est en P3, bah, là ça ne répond pas. Et par contre, tu vas sur ton registre, toi, dans ton établissement, tu peux le savoir. Donc, bon, ça dépend de la question que tu poses au registre. Je pense que c'est ça le problème. OK. D'autres remarques? Non? Eh ben, merci beaucoup. À la semaine prochaine.